Ravi de vous retrouver sur la chaîne Géopolitique. Alors on va continuer de parler des derniers développements entre d'un côté la branche militaire du Hamas et l'armée israélienne qui donc sont entrés en confrontation. Alors lors de notre dernière vidéo qui date de lundi, j'avais mis en garde que la journée de lundi 10 mai était la journée de tous les dangers. Et ceci s'est révélé un peu plus vrai, puisque évidemment les choses ont dégénéré. Alors non seulement à Jérusalem-Est, sur l'esplanade des mosquées, où on a vu très clairement des affrontements qui ont fait, depuis vendredi de la semaine passée, 7 mai, on a eu plus de 300 blessés sur l'esplanade des mosquées. Et donc, évidemment, le Hamas, la branche militaire du Hamas, menée par Mohamed Deif, le chef des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, qui est la branche militaire du Hamas, a donc décidé de faire un calcul qui est donc d'affronter l'armée israélienne justement sur la question de Jérusalem-Est, voyant que une sorte de cristallisation sur cette question, il a cru bon de lancer une offensive. Alors les Israéliens, il faut le dire, n'ont pas cru au début à une offensive majeure de la part du mouvement Hamas ou du djihad islamique. Ils pensaient simplement que c'était une requête symbolique, j'allais dire, comme de temps en temps cela peut être le cas, puisqu'on était à la veille de la fin du Ramadan, de l'Aïd al-Fitr, et donc, en fait, les autorités israéliennes ont été prises de court, ou pensaient que donc la branche militaire n'allait pas mener d'offensive justement pour que les gens puissent célébrer, j'allais dire, dans les meilleures conditions, l'Aïd el-Fitr. Or, ceci n'a pas été le cas. En fait, Mohamed Deif a compris qu'en fait les autorités israéliennes n'avaient pas fait ce calcul et les ont pris de court en menant une offensive d'envergure majeure dans la plus grande confrontation entre le mouvement, entre les brigades des martyrs d'Al-Aqsa et le djihad islamique d'un côté, Israël de l'autre. Il s'agit de la plus grande confrontation entre les deux entités depuis l'offensive de 2014, de juillet août 2014. Alors à l'époque, l'offensive avait duré, pour rappel, 50 jours, avec des bombardements extrêmement intenses sur Gaza, qui avait abouti à la mort d'au moins, d'après ce qu'on sait peut-être un peu plus, 1600 morts. 1600 morts, dont des deux tiers des morts sont des civils. Il y aurait eu 600 combattants tués et 1000 civils tués, dont de nombreux enfants. Et de l'autre, on avait eu 74 morts du côté israélien, en très grande majorité des soldats, et 68 soldats tués et 6 civils tués en 2014. Or là, on se dirige, il faut bien le dire, vers peut-être une confrontation d'une plus grande ampleur. D'ailleurs, les Nations Unies, par la voix de son secrétaire général, l'ancien Premier ministre portugais António Guterres, met en garde contre une offensive, d'une guerre totale, et voire même une guerre régionale. Car en fait, vu l'enlisement de ce conflit et vu en fait la manière dont les choses, la tournure que prend en fait ce conflit en à peine moins de 5 jours, on peut craindre qu'en fait, il pourrait y avoir plusieurs fronts qui s'ouvrent. En fait, je veux dire par là qu'en fait, Israël est dans une telle situation délicate, à la fois vis-à-vis du conflit à Gaza et intérieurement, où on assiste à des émeutes comme rarement on avait vu depuis 1948, depuis la guerre d'indépendance. Et donc Israël est donc dans une situation très difficile. Elle doit combattre intérieurement et extérieurement. Or, intérieurement, la menace elle n'arrive toujours pas à calmer les émeutes se déroulant dans plusieurs villes du pays. Vous avez des villes entières où on a des émeutes, des voitures brûlées, des commissariats brûlés, des affrontements, des magasins pillés. Alors, il faut quand même le dire, ces émeutes sont le fait de groupes, des différentes, d'à la fois de groupes émanant de la majorité juive et de la minorité palestinienne en Israël, qui exprime pour certains un ras-le-bol très profond, dont peut-être beaucoup en Israël d'ailleurs n'avaient pas vu venir. Et donc là aussi, c'est un autre aspect dont les autorités israéliennes n'ont pas en fait du tout vu venir. C'est une révolte interne de la minorité palestinienne en Israël. Donc, alors d'un côté, de l'autre, on a donc la menace du Hamas et du djihad islamique, avec ils ont montré une capacité militaire dont on n'imaginait pas qu'ils possédaient en fait un arsenal aussi grand, puisqu'on donc il y a eu 2000 roquettes en à peine 5 jours lancées. On a eu des barrages de roquettes avec
pour vous donner une idée, à peu près, jusqu'on est monté jusqu'à 130 roquettes lancées, par exemple, mardi soir, en une fois, 130 roquettes. Autant dire que même le système d'hommes de fer, le système d'interception des missiles, n'a pas pu faire grand-chose pour arrêter autant de missiles. Beaucoup sont passés en fait à travers, n'ont pas été interceptés et donc ont explosé sur le territoire israélien avec des dégâts considérables pour certains. Donc un bilan, alors pour l'instant qui est pas encore trop élevé du côté israélien, on parle tout de même de 7 morts. Mais il faut se rendre compte que les dégâts sont aussi très importants et que la population d'une grande partie du pays est terrée chez elle. C'est ce qui explique aussi que ce bilan ne soit pas aussi élevé. Donc on voit que et Israël n'arrive toujours pas en fait à arrêter cette capacité militaire du Hamas. Alors c'est bien pour ça qu'on parlait d'une invasion terrestre de la part des autorités israéliennes pour évidemment détruire tous les tunnels, les stocks d'armes qu'elle possède, car en fait, pour l'instant, elle n'a pas encore tout dévoilé, en fait, sans doute son arsenal militaire, puisque par exemple, elle posséderait des missiles téléguidés Cornet qu'elle n'a pas encore utilisés, qu'elle pourrait utiliser, sans parler des drones, et sans parler également de missiles à longue portée. Alors, elle en a utilisé quand même hier un, pour la première fois, le mouvement militaire Hamas a revendiqué en fait un tir de roquette de longue portée de 230 km en direction d'Elat. Alors le but de la manœuvre était d'empêcher en fait le trafic aérien depuis l'aéroport d'Elat, puisque depuis mardi soir et les tirs de roquettes au-dessus de l'aéroport de Tel Aviv, tous les vols qui atterrissent à l'aéroport de Tel Aviv sont détournés vers l'aéroport d'Elat. Et donc, pour empêcher maintenant l'atterrissage vers l'aéroport d'Elat, en fait, les brigades des martyrs d'Al-Aqsa ont lancé cette roquette de 220 km. Encore une fois, il s'agit d'une roquette d'une portée inédite de la part de ce mouvement. Et donc, désormais, évidemment, la plupart des compagnies aériennes annulent leurs vols vis-à-vis d'Israël du fait d'une menace très clairement qu'il puisse y avoir un accident aérien avec un missile. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Israël, donc on voit dans une situation très difficile. Du côté du Gaza, on est dans une situation tout autant difficile, mais là c'est la situation humanitaire aussi qui inquiète énormément, puisqu'Israël a coupé l'électricité. Et aussi, vous savez que la bande de Gaza vit sous perfusion de l'aide humanitaire internationale. Tout ceci dépend du bon vouloir d'Israël. Ce sont des cargaisons en fait de l'ONU, mais Israël utilise quelquefois le chantage pour laisser passer les marchandises. Or cette fois-ci, elle utilise en fait les marchandises venant de l'ONU pour justement faire cesser les conflits en empêchant cette aide d'entrer sur le territoire israélien. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore de trop grandes conséquences d'après ce que je sais, mais ceci pourrait arriver dans les tout prochains jours. On pourrait assister à une crise humanitaire majeure, puisque depuis en fait lundi, aucune aide n'entre sur le territoire. D'ailleurs, cela pose d'énormes problèmes pour les hôpitaux à Gaza qui manquent qui manquent même des éléments d'instruments médicaux les plus basiques. Il faut aussi savoir qu'il y a l'épidémie de la Covid-19 n'est pas du tout réglée et beaucoup de gens sont infectés. Et cette guerre pourrait aussi, au passage, vraiment créer malheureusement un grand risque d'infection beaucoup plus grande au sein de la population gazaoui. Et donc là aussi, il faudra voir jusqu'où Israël va pouvoir aller et jusqu'où surtout la communauté internationale pourrait accepter ce genre de pratique de la part d'Israël. Et Israël, en fait, aussi ce qui craint encore plus Israël, non seulement outre qu'il y ait une guerre, la crainte d'émeutes sur son territoire, comme c'est déjà le cas, le crainte d'un enlisement majeur d'un conflit entre les groupes militaires gazaouis et son armée, mais la pire crainte peut-être d'Israël et qui pourrait en fait s'avérer qui pourrait se réaliser dans les prochains jours et qu'un autre front pourrait s'ouvrir. Alors ça pourrait être le front libanais, syrien peut-être, voire ou le front même cisjordanien, car à l'heure où je vous parle, il y a de très très nombreux affrontements cet après-midi en Cisjordanie occupée. Toute la Cisjordanie s'embrase, en fait, tous les de Bethléem à Tulkarem
de Ramallah à Jéricho, toutes les villes en fait de Cisjordanie s'embrasent. On parle de cet après-midi d'une 7 morts. Et là aussi, on pourrait assister à une révolte en Cisjordanie. Certes, est-ce que d'ailleurs le pouvoir cisjordanien de l'autorité palestinienne survivra, parce que la révolte, il faut quand même aussi le savoir, elle n'est pas destinée que contre Israël, même si évidemment c'est le principal motif, mais elle est aussi destinée contre l'autorité palestinienne, totalement absente, totalement muette de la situation actuelle. Monsieur Abbas est totalement marginalisé par les événements actuels au profit du Hamas, et donc survivra-t-il politiquement? Ça, c'est une grande question. D'ailleurs, on repose désormais encore la question de coopération sécuritaire entre la police palestinienne et israélienne pourrait peut-être même être mise en cause à la faveur des événements actuels. Plus il pourrait avoir, plus que comme j'ai dit, on pourrait ouvrir encore un autre front, c'est le front libanais. Alors cette semaine, pas plus tard qu'hier, jeudi, 3 roquettes ont été tirées en mer depuis le territoire libanais. Alors personne n'a revendiqué ces tirs de roquettes, mais tout de même si elles n'ont fait aucun dégât et causé aucun dégât, en réalité, il y a une crainte qu'en fait le Liban aussi interfère dans s'immisce dans ce conflit en sa manière, puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Liban est un pays en totale faillite. D'ailleurs, on apprend aujourd'hui une société turque qui fournit 25% de l'électricité au Liban a coupé, ne fournit plus d'électricité au Liban du fait qu'elle ne paye, la société libanaise à qui elle fournissait l'électricité ne rembourse pas ses dettes. Donc on voit un pays qui s'écroule, qui n'est plus capable même peut-être de fournir de l'électricité à ses citoyens. Et donc c'est peut-être dans cette occasion que pourrait intervenir en fait le Hezbollah ou peut-être d'autres factions comme le Hamas dans le conflit avec Israël. Et donc on sait que le Liban a notamment voudrait exploiter son gaz, mais il y a une dispute territoriale maritime entre le Liban et Israël. Et donc là, c'est là où on pourrait assister à un conflit entre le Liban et Israël, et peut-être ceci pourrait en fait arriver très très prochainement, car au vu de la dégradation comme j'ai dit, de la situation économique et sociale au Liban, le Hezbollah ou le Hamas ou peut-être d'autres partis pourraient saisir ce désarroi au Liban pour justement se refaire, j'allais dire, une sainteté, une virginité, en entrant en guerre contre Israël et peut-être en espérant évidemment gagner cette guerre. Dernier point que je voudrais soulever, cette semaine, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, s'est rendu à Damas pour évoquer les événements en cours au Proche-Orient. Que s'est-il dit? On ne sait pas trop. Mais on sait que évidemment les Iraniens se sont implantés de façon très importante en Syrie pour avoir sauvé le régime syrien, et peut-être également pourrait-il exploiter les événements actuels au Moyen-Orient. Pas plus tard que cette semaine, la République islamique d'Iran a annoncé qu'elle avait enrichi à 63% son uranium. Donc on se rapproche de ce taux fatidique des 90% où là on peut utiliser le nucléaire à des fins militaires, et donc peut-être justement l'Iran ne serait peut-être en train d'avancer quelques pions en Syrie. Ce n'est pas nouveau, elle le fait déjà depuis plusieurs années, mais elle n'a jamais riposté aux attaques israéliennes sur le territoire syrien, malgré les attaques incessantes de l'armée israélienne ces derniers mois sur le territoire syrien. Les milices iraniennes n'ont jamais riposté, malgré un bilan humain absolument dévastateur, peut-être plus d'1 millier de morts au cours des derniers mois. Et donc là, peut-être les choses pourraient changer. L'Iran pourrait vouloir chercher à embraser en fait le conflit, les différents conflits actuellement sur lesquels Israël est occupé, du fait que justement s'il n'y a pas d'accord entre les États-Unis et l'Iran au cours des prochains jours et avant l'élection présidentielle du mois de juin, qui est sans doute la dernière limite avant un possible accord, à ce moment-là, l'Iran enterrera tout espoir d'un accord, d'une levée rapide des sanctions américaines à son encontre, et donc à ce moment-là utilisera son levier militaire
contre Israël. Et donc là, vous voyez bien qu'on peut rentrer en fait tout simplement dans une internationalisation du conflit israélo-palestinien. Israël pourrait se voir confronté à différents fronts, à peut-être 3, 4, voire 5 fronts. Donc on voit qu'on est parti au départ il y a à peine une semaine d'un problème juridique et que ce problème juridique à Jérusalem-Est a dégénéré en un problème géopolitique quasiment mondial. Il faudra voir comment tout ceci comment les événements vont tourner au cours des prochains jours, mais on le voit, on assiste peut-être à un des grands tournants de ce conflit israélo-palestinien, peut-être en ce mois de mai 2021.